Alors, puisque l'empathie, c'est le fait de se mettre à la place de l'autre tout en restant à la sienne, comment fait-on pour bien rester à sa place? Bon, ça c'est une question très brève et très bien formulée. Elle est tellement résumée, elle est tellement condensée que, exceptionnellement, je suis presque un petit peu obligé de te demander l'opposé de ce que je demande généralement aux chatons. C'est peut-être un détail ou peut-être, à minima, un exemple concret dans lequel tu t'es senti en manqué ou un contexte dans lequel tu as senti que ça ne coulait pas de source. De façon générale, parce que mes exemples, je les avais prévus, mais pour l'enregistrement. Donc tu ne te poses probablement pas cette question in abstracto, c'est-à-dire dans le vide intersidéral complet. Et cette question, elle sait bien... on ne s'interroge que sur ce qui nous fait défaut. Alors, premier élément, je me rends compte que quand quelqu'un est mal à l'aise en face de moi, je lui donne beaucoup trop de signes de validation. C'est-à-dire que même si j'ai eu un conflit avec un artisan qui a fait un travail qui n'était pas du tout convenable, qui est particulièrement incompétent. Ce qui est malheureusement un petit peu la norme aujourd'hui. Tout à fait. C'est terrible. Oui, tout à fait. C'était pas sur des fenêtres par hasard? Pardon? Ça ne concernait pas des fenêtres? Non, ça concernait... C'est terrible, les fenêtres. Voilà. Et donc, c'était pas la première fois que ça arrivait. Et donc, je me suis surprise, en fait, à hocher de la tête, à dire oui, je comprends, etc. Alors même que pour obtenir davantage, c'est-à-dire pour obtenir le maximum possible, je sais pas, en fait, un artisan, son but, c'est de faire le travail le plus vite possible. Oui. Et ensuite, plus on gueule, plus il refait le travail. Oui. Et si on gueule pas assez, il refait le travail de façon médiocre, c'est-à-dire qu'il met du scotch, en fait. C'est ça. Il met pas du scotch, il met une petite bombe de silicone à 5 €. Oui. Bon, on va s'écarter du sujet. Ok. Bon, c'est du vécu, voilà. Oui. Mais, du vécu à plusieurs reprises. Et donc, mon intérêt, en fait, c'était d'avoir une zone d'incertitude élevée, si j'ai bien compris ce que c'était la zone d'incertitude, mais c'est-à-dire à pas montrer ce que moi, à rien dire sur moi au final. Et je me suis surprise à hocher de la tête, à dire oui, je comprends tel élément, et finalement à le comprendre d'une certaine façon, donc à être moins en mesure de négocier en disant il faut refaire ça, parce que finalement, je me suis mise à sa place et je me suis dit oui, bon, il est incompétent, c'est un abruti, c'est pas de sa faute, il l'a pas fait exprès. Alors, de deux choses l'une. Dans la vie, les hommes ont une passion. Omar Sharif, c'était les chevaux. Romain Gary, les livres. Il y a des femmes. Frédéric Mitterrand, les enfants. Les fantasmes du désir sont très présents. Oula! Moi, ma passion, c'est l'égalité, les enfants. Oui, je déteste l'injustice de genre et j'ai toujours œuvré à la parité. Voilà. À ce titre, vous voyez bien qu'il existe une injustice absolument marquante dans ma bibliothèque de contenu payant. Bah oui, Langage des femmes n'a pas son alter ego Langage des hommes. Quoi? Alors que Logique des femmes, lui, l'a son alter ego. Nous avons Logique des hommes. Eh bien, pour boucher ce trou, Langage des hommes sera mon prochain séminaire. Ce sera le 15 juin que je vous bouche le trou. Mesdames, oui, voilà, on a le droit d'être intelligent et paillard. Ça fait partie de l'éducation à la française. Ça ne durera qu'une demi-journée, car à l'époque, Langage des femmes ne durait qu'une demi-journée, donc n'était tarifé au prix que d'une demi-journée. Logique. Il n'y a pas de raison que le séminaire qui s'adresse cette fois-ci aux femmes soit plus cher que celui qui s'adressait aux hommes à l'époque. Donc, une fois n'est pas coutume, ça ne sera qu'une demi-journée, donc bien dense, bien condensée, bien dure. Samedi 15 juin matin, pour toutes celles, c'est-à-dire 100% qui ne comprennent rien au langage des hommes, je pense être la personne la mieux qualifiée pour vous l'expliquer. Voilà. Après, si vous voulez croire des wannabe psychologues sur Instagram plutôt que tonton Stéphane, c'est vous qui voyez. Information en réservation à l'écran et en description. Les plus malines sont déjà VIP, donc c'est inclus dans leur forfait. Waouh! Pour un trou, ça... De deux choses l'une. En fait, il y a deux éléments sur lesquels j'aimerais rebondir et les deux ne sont pas sans lien. Le premier, c'est que tu as dit
comme tout le monde ici le sait, ou comme j'imagine tout le monde le sait, la zone d'incertitude, blabla. Non, la zone d'incertitude, je suis à peu près convaincu que 95% de ceux qui nous écoutent ne seraient pas ne seraient pas en mesure, comme ça, à froid, de reformuler ce dont il s'agit. Donc, est-ce que tu es capable de... Oui, on le sait sur le Slack, on le sait pas quand on n'est pas... Ils savent pas ce que c'est le Slack. Oui. On le sait quand on est VIP, on ne sait pas sinon. Voilà. Tu vois, ce que je viens de faire, ça s'appelle de l'empathie. C'est-à-dire que je me mets en permanence à la place de l'auditeur, me demandant ce qu'il comprend ou pas et les mots qui lui sont étrangers. Et donc, je te demande de reformuler, pas pour moi, qui sait très bien de quoi tu parles, mais pour autrui. Et ensuite, autrui se venge sur moi en disant que je coupe les gens et que c'est très méchant et que c'est très grossier. Mais je les coupe pas pour moi. Moi, je sais je comprends ce qu'ils disent. Moi, je les ai, les éléments. Je les fais reformuler pour vous. Tu vois le paradoxe ultime? C'est qu'on nous reproche de solliciter des reformulations qui, moi, me sont pas nécessaires, mais qui sont aussi nécessaires à l'auditeur qui, finalement, fait le reproche à la fin. De toute façon, sur Internet, on te reprochera toujours quelque chose. Mais oui. Le Slack, c'est cette plateforme, cet outil, cette app, comme on dit désormais, puisque tout est une app. Hein, il n'y a plus de logiciel, il n'y a plus de plateforme, il n'y a plus de rien. Tout est une app. Donc le Slack, c'est cette app qui est un chat privé. Ce n'est pas un réseau social. C'est une application privée dont rien ne sort et qui sert à ma petite... mon petit chaton Anaïs et aux 168 ou 9 autres à échanger entre eux, à partager leurs devoirs, parce que désormais vous avez des devoirs à faire, enfin des travaux pratiques. Je te félicite d'ailleurs, tu as été la première à les remplir, sur laquelle on partage des contenus un peu plus piquants, enfin voilà, tu confirmes ? Je confirme. Bon. Et là-dessus, évidemment, comme on est entre clients habitués, eh ben évidemment, on ne redéfinit pas tout, donc on sait ce que c'est que la zone d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est un concept de sociologie du pouvoir et de la négociation. On va dire que le pape là-dedans, ça serait certainement Friedberg et... qui a écrit Stratégie de la négociation, je sais plus, j'ai un trou de mémoire, Schiller ou quelque chose qui commence par un S, je crois. C'est un livre couleur un peu moutarde, caca, assez laid. Bref, la zone d'incertitude, c'est le corollaire des ressources pertinentes. Une négociation, c'est quand tu as un truc à échanger. Hein. C'est comme la boîte échangiste. Si t'es un homme et que si tu arrives tout seul et qu'en plus t'es un homme, tu n'as quasiment rien à échanger, tu ne vaux rien. Donc le billet d'entrée est plus cher pour toi et personne ne te parle toute la soirée. Tu as une petite ressource qui est ta propre personne, mais elle est certes mobilisable au sens où tu peux l'offrir, mais elle n'est pas très pertinente au sens où il y en a plein d'autres comme toi et personne n'en veut. Ok ? Quand tu arrives en boîte échangiste, certains vont dire, ça y est, il fait une incision, ça n'a plus rien à voir avec le sujet. Si, ça a tout à voir avec le sujet, puisque je suis en train de vous expliquer le principe de la négociation. Quand tu arrives en boîte échangiste avec une très jolie femme, mais qu'elle est folle amoureuse de toi et qu'elle ne peut supporter que tu entres en communication avec personne d'autre, tu as cette fois-ci une ressource, oui ou non? Oui. Oui. Est-elle pertinente? Oui. Tu as une ressource qui est oui, tu en as une et oui, elle est pertinente, mais elle n'est pas mobilisable. Ah oui. Une négociation, c'est un combat de gens qui ont dans leur poche des ressources pertinentes et mobilisables. Puisque j'ai pris la peine de dire qu'elle était folle de toi et qu'elle ne tolérait pas que quiconque d'autre pose les yeux, ça veut dire qu'elle n'est pas mobilisable, puisqu'elle ne jouera pas le jeu. Excuse-moi, j'étais pas sur j'ai totalement zappé ton exemple. La négociation, c'est avoir le plus de ressources possible, mais même quand on n'en a pas beaucoup, il faut qu'elles soient, 1, mobilisables, et 2, pertinentes. Ou le contraire, peu importe, c'est pas une question de priorité. Et voilà. Et ensuite, une fois qu'on est là, une fois qu'on les a en main, on va sur le terrain de jeu. Sur le terrain de jeu, il y a un ballon, l'équivalent d'un ballon. Ça s'appelle l'enjeu. Hein, l'enjeu, c'est le ballon après lequel les équipes courent. L'enjeu, ça peut être de refaire faire un travail. L'enjeu, il peut être économique. L'enjeu, il peut être psychologique. Hein. L'enjeu est différent pour tout type d'interaction et il n'est pas propre aux gens.
il est propre à l'échange. L'enjeu, c'est le ballon, c'est ce après quoi les gens courent. Et à la poursuite de cet enjeu, une fois qu'on a compris la pertinence, le degré de mobilité des ressources et ce après quoi en courir, il y a quelque chose qu'on ne peut que comprendre et pas qu'on ne peut que deviner et pas comprendre, enfin et pas mesurer, c'est la zone d'incertitude. La zone d'incertitude, c'est la quantité de ressources de l'autre. C'est-à-dire jusqu'où il est prêt, par exemple, dans le cas d'une négociation de prix, jusqu'où est-il prêt à baisser son prix. Si je sais que l'autre est prêt à baisser son prix de 15%, ou de 17%, je fais une proposition à 16 ou 18, tu vois, juste en dessous. Ou à la limite, je m'aligne sur ce vers quoi je sais qu'il va, en dernière instance, arriver comme prix plancher. La zone d'incertitude, c'est sur quoi l'autre est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'il cache dans sa manche et qu'est-ce qu'il a anticipé comme perte prévue. Et tout le jeu va être de deviner sa zone d'incertitude. Sachant qu'évidemment, il ou elle prétendra ne pas en avoir besoin, être bourré d'autres, que son agenda est rempli d'autres clients comme toi et qui donc il n'en a rien à faire. Si tu le menaces, et je reviens doucement à ton cas avec ton employé, enfin ton entrepreneur ou ton chauffagiste, il va te dire, si tu le menaces de lui faire une réputation de merde, il va te dire qu'il a des dizaines de témoignages positifs sur Internet et que le tien se noiera au milieu de la masse. Mais tout ça, c'est évidemment une posture de défense. La réalité, c'est que tu ignores sa zone d'incertitude, c'est-à-dire tu ignores son carnet de commandes, tu ignores sa marge sur ce type d'opération. Peut-être c'est un type de truc très important pour lui sur lequel il fait une grosse marge, ou peut-être qu'au contraire c'est justement ce sur quoi il fait très peu de marge et donc il en a rien à faire. La zone d'incertitude, c'est ce que tu ignores, mais autour de quoi le succès ou l'insuccès de la lutte va se jouer. Voilà, ça c'est une synthèse. Enfin, c'est une présentation synthétique des concepts relatifs à la négociation dans le cadre de la sociologie et de la théorie des jeux. Voilà. Donc maintenant qu'on a dit ça, pour donner un petit peu de contenu aux gens et ne pas simplement leur raconter des... Les gens viennent ici pour se divertir, hein, les chatons, mais également pour apprendre. Donc il faut toujours essayer de maintenir un équilibre agréable entre entre le divertissement et la transmission. Si on ne fait que du divertissement, bon ben on est Norman ou Cyprien ou je sais pas quoi. Si on fait que de la transmission, c'est un petit peu chiant et un petit peu dématérialisé, un peu abstrait. J'essaie de maintenir un bon équilibre entre les concepts et l'anecdotique et l'anecdote, notamment via la nouvelle playlist avec mes anecdotes du meilleur et du pire de chaque catégorie. Donc en fait, j'ai l'impression que quand je me mets à la place de quelqu'un, j'ai du mal après à ne pas négocier contre moi, en fait. Oui, alors, pardon, alors du coup, j'ai oublié mon deuxième appunto, mon deuxième point, et qui était que, en fait, on aurait pu se dire à première vue que quelqu'un qui appelle sur l'empathie, c'est justement parce que ça lui c'est une chose étrangère et que presque il en a une approche très très scolaire à tel point ça lui manque. Toi, c'est presque le contraire, en fait. C'est que tu pêches presque par excès plus que par défaut. Oui, probablement, oui. Eh ben écoute, je vais dire quelque chose qui sera probablement soigné, ou en tout cas du moins pas très cru par beaucoup, mais peu importe, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'ai exactement le même problème. Je le partage, j'ai exactement le même problème. En cas de conflit, j'ai trop d'empathie et je comprends trop la position de l'autre, ce qui ne me pousse pas à lui donner raison et à m'aligner sur sa position, mais qui en apparence du moins, en apparence, à un observateur extérieur, pourrait donner l'impression qu'effectivement je m'aligne sur sa position. En fait, c'est que je m'attends plus ou moins à ce qu'il va dire, et je comprends que son intérêt étant généralement l'opposé du mien, je comprends la logique qu'il a à se battre pour son intérêt.
Et donc, je vais parfois manquer de mordant ou d'assertivité, ou en tout cas de côté obtus, à trop comprendre sa position, jusqu'à un certain point. Par contre, si on se fout de ma gueule, après, je peux devenir extrêmement odieux et cassant. Mais il faut vraiment se foutre de ma gueule. Il faut vraiment honteusement faire quelque chose de honteux, quoi. Comme c'est le cas récemment avec des fenêtres. Bah écoute, c'est plutôt une qualité, au sens où ce que ça te coûte là, car ça te coûte, en réalité, me semble, dans le grand ordre des choses, comme disent les anglo-saxons, the grand or the big theme of things, cela me semble finalement beaucoup plus productif qu'improductif. Je pense que cela te sert beaucoup plus que cela ne te dessert au global. Oui, alors ça c'est évident. C'est-à-dire que ça me permet de créer du lien facilement, de comprendre à peu près les motivations des gens autour de moi. Oui, mais, exactement, comme moi. Voilà. Mais la question que en fait, tu vois, tu me dis que t'as beaucoup d'empathie aussi, mais quand dans ta posture, dans ta façon de te tenir, il y a quand même, t'es pas prévisible. Moi, j'ai l'impression des fois que du coup, je suis relativement prévisible. Non, mais tu me trouves, enfin, comment dire, tu as comme tous les chatons et même mes clients fidèles, vous n'avez qu'une vue extrêmement partielle de ce que je fais. Et vous ne m'entendez et vous ne me voyez que dans des domaines où j'excelle. Enfin, que dans l'unique domaine où je suis bon. Oui, je suis très bon dans ce que je fais, c'est-à-dire dans le fait de fournir des outils inédits à la lecture des relations sociales et notamment des relations hommes-femmes, mais pas que. Ça, c'est mon expertise. Et ne me voyant quasiment que là-dedans, vous me voyez extrêmement assertif et très peu en proie au doute. Mais en réalité, c'est le seul domaine. Alors, il y a celui-ci où j'excelle. Il y en a quelques-uns où je suis, on va dire, pas mauvais. Mais dans des dizaines et des dizaines et des dizaines de champs, je suis en proie au doute. Je suis pas du tout assertif. Je vais changer d'avis 15 fois, demander des avis à des personnes, à des personnes erronées, revenir sur ma décision, hésiter, tu vois. Donc attention à ne pas... quand tu consultes quelqu'un, quand tu suis quelqu'un, tu ne le vois qu'exceller, parce que tu ne le vois que dans le domaine où il a choisi de se montrer. Oui, mais du coup, tu es excellent dans les relations. Donc quand tu es en contact avec quelqu'un, en fait, quelle logique est-ce que tu as derrière pour non, j'ai pas de question. Ma logique, c'est d'essayer d'adopter la technique de l'aigle, c'est-à-dire de regarder les choses du plus haut possible, par opposé à la technique du poisson, qui est de les voir, d'en être au contact. Cette carence, cette espèce de douceur, ou cet angélisme, ou cet utopisme, ou ce possibilisme, il est contre-productif dans des cas finalement assez rares. Ça va être, oui, sur des travaux une fois, ou dans une confrontation, dans un antagonisme avec je sais pas qui ou je sais pas quoi. Bah tiens, ça m'est arrivé récemment dans le cadre d'un truc qu'il faudra que je vous raconte. J'ai été convoqué par la police dans le cadre d'une instruction complètement ridicule et sur lequel je ne pourrais m'exprimer que de façon très vague, mais en gros, voilà, on me cherche des noises, donc j'ai dû me justifier de certains contenus et de certaines positions et de certaines phrases. Et j'ai tendance, je ne désigne personne en particulier, mais j'ai tendance, comme mon interlocuteur est un peu laborieux et un peu fonctionnaire et un peu pas au niveau, j'ai tendance à m'abaisser à son niveau, au lieu, à la limite, de me tenir à la réponse qui me paraît satisfaisante, et s'il ne comprend pas, bah, de la lui répéter jusqu'à ce qu'il comprenne, en fait, tu vois. J'ai tendance à m'abaisser au niveau de l'autre, ce qui, à la fin, me nuit, parce que je fournis des explications moins qualitatives que ce que j'aurais pu. Mais parce que... C'est de la pédagogie. Après, oui. C'est vrai que quand c'est enregistré, ça te nuit, mais dans la vie concrète, c'est plus... ça permet de simplifier un petit peu. J'ai une espèce de mansuétude par rapport à la connerie, au début.
Tu vois? Donc, vu d'en haut, j'ai envie de te dire que ton problème n'a, selon moi, pas de solution, car c'est ta pente naturelle. Tu es naturellement comme ça. Et quand un problème n'a pas de solution, on peut soit s'entêter toute sa vie à tenter de le régler quand même, soit on peut se dire, petit 1, qui est comme moi? J'ai lu, alors je n'ai pas les noms en tête, mais j'ai plusieurs auteurs en tête dont j'ai lu au travers des carnets et des autobiographies, voire des romans, qu'ils avaient un petit peu cette espèce de capacité à comprendre l'autre au milieu de la dispute. Donc premièrement, qui est comme moi? Deuxièmement, est-ce que ça les a empêchés d'y arriver? Pas forcément. Et troisièmement, quelle est la quantité de services que ça me rend versus la quantité de choses que ça me coûte? Si finalement, au global, c'est une qualité qui m'est beaucoup plus utile que ne me serait sa carence, est-ce que je gagne beaucoup plus de choses à l'avoir qu'à ne pas l'avoir, en dépit de cette ou de ces 2-3 fois dans l'année où ça me pèse de ne pas être obtus et borné, ben j'ai envie de dire, dors avec, quoi. Enfin, à un moment, oui, bon, tu vas te faire un petit peu entuber sur ta chaudière, ok. Sauf que sur les 10 dernières années, le nombre de situations et d'opportunités que cette sensibilité, parce que c'est une sensibilité, c'est même au-delà de l'empathie. C'est plus qu'une empathie, c'est une intuition et une sensibilité, une observation. Est-ce que sur ces 10 dernières années, ça ne t'a pas offert plus que ce que cela ne t'a retiré? Je pense que oui, quand même. Très, très, très largement. Non, mais en fait, je me disais peut-être que je peux récupérer les côtés positifs et puis avoir une stratégie d'action quand ça me dessert, en fait. Mais... La stratégie d'action, c'est de t'entraîner sur des micro-conflits. Hein. C'est comme ça qu'on se forme au conflit. On s'entraîne à ne pas démordre sur des micro-trucs qui n'ont aucun intérêt pour être en mesure de ne pas démordre dans le cadre d'enjeux plus importants. En fait, je peux aller au conflit. J'ai pas de problème à aller au conflit sur certains points quand c'est quelqu'un de pas sympathique en face. Non, mais c'est vrai, oui, ça me demande un effort quand même. Ou de refuser aussi, des fois, de voir que quelqu'un... Alors attention, il y a une subtile nuance entre l'inaptitude à aller au conflit, qui est une caractéristique de F, et une fois qu'on y est, arriver à s'enquister, à se caler dans son unique position. C'est ça le problème. Ne pas arriver à monter, c'est manquer de H. Monter, puis à la fin me laisser convaincre que l'autre a tout à fait autant raison que moi. Mais c'est pas Onfray, je crois que c'est Onfray qui disait ça dans un entretien. Je crois qu'il disait qu'à un moment, il était capable, dans le débat, de se rendre compte que l'autre avait autant raison que lui. Enfin, c'est une position métaphysique assez louable, en fait. C'est pas très efficace sur le moment, car c'est interprété comme un signe de faiblesse par l'immense majorité des gens. Mais en réalité, je pense que ça fait partie du prix à payer pour ce qui est fondamentalement une qualité. D'accord. Donc à un moment, il y a des choses il y a des facultés qui ont un coût. C'est le coût. Voilà, ça coûte tant. Oui, ça va. Par rapport à ce que ça permet, c'est pas mal. C'est un peu comme la féminité. Il y a un coût qui sont les menstruations, le fait que l'horloge biologique, etc. Mais il y a un ensemble d'opportunités que les acharnés, là, les féministes de combat, refusent de voir, car en réalité, ce sont des portes ouvertes qu'elles n'arrivent pas à compter. C'est-à-dire que vous bénéficiez d'un certain nombre de prérogatives, d'avantages, de délicatesse et de faveurs de la part des hommes tout au long de votre vie que vous ne voyez même pas, en fait. Oui, puisque... Oui, bien sûr. Toutes les expériences où des femmes sont grimées et passent une journée dans la peau d'un homme, elles sont toutes en pleurs à la fin. J'invite les gens à aller chercher sur Internet. Il y en a eu une très récente, je l'ai vue cet été encore. C'était sur Canal+, ou je sais pas quoi, c'était cet été. 3 comédiennes
Cécile de France et je sais plus qui, donc pas a priori des nerds de la psychologie sociale ou pas a priori des féministes poilus à cheveux courts, hein. On parle de femmes comédiennes avec une bonne dose de F, se sont grimées en hommes pour une soirée. Et elles se sont rendues compte de l'anonymat, de l'indifférence qu'elles subissaient, et elles finissent là, au bout de 3 heures, assises sur une marche d'escalier, à bout de souffle, à moitié en pleurs. J'invite les gens à le voir. Ça m'étonne pas. Donc tout a un coût, hein. Et là, c'est le coût de cette sensibilité que tu as, Anaïs, et dont tu tires le meilleur, l'usufruit en permanence. Et ben, ça a un coût que tu payes 2-3 fois par an quand il faut te battre pour ta chaudière. Bon, ça va. Bah voilà, c'est le prix à payer. Vu comme ça, c'est bon. As-tu un petit message pour le reste de l'élevage ou est-ce qu'on s'arrête là? Eh bien, prenez des séminaires. Bah, c'est vachement convaincant ça. Alors là, avec un encouragement pareil, tu peux être sûr que je vais en vendre 12 000 dans la soirée. Je manque d'esprit commercial, certainement. C'est ça, c'est ça. Non, c'est vraiment très très intéressant. J'ai assimilé pas mal de concepts depuis les quelques mois que je prends des contenus. Voilà. Et je ne suis pas trop difficile à joindre parce que j'ai lu un jour dans un commentaire sur YouTube, machin, j'arrive pas à le joindre. Bon, moi j'ai deviné évidemment que c'était un faux client, c'est juste pour me faire chier. Tu confirmes que quand tu cherches à me joindre, tu y arrives? Je confirme. Bon. C'est même étonnant en fait que tu travailles sur du appel spontané et au lieu de travailler sur du rendez-vous en fait. C'est très très flexible. Bah, c'est un peu la même logique, c'est que ce que je gagnerais à imposer des rendez-vous dans des créneaux fixes me semble pas suffisant par rapport à l'emmerde que ça représenterait. Mm-hmm. Oui. Une grosse bise. Allez, tu rappelles quand tu veux. Bah merci. Bonne journée, au revoir. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.